6h, 9h. Europe 1 matin. Europe 1, il est 7h12. Votre invité ce matin, Alexandre Lemaire, et maître Philippe Fontana, avocat spécialiste du droit d'asile. Bonjour Philippe Fontana. Bonjour. Nous revenons ce matin avec vous sur cette récente décision de la Cour nationale du droit d'asile. Elle vient d'accorder le statut de réfugié à une Palestinienne. Alors, deux choses importantes dans cette décision. Octroi de ce statut à raison de sa nationalité, parce qu'elle est palestinienne, et en raison de persécutions dans la bande de Gaza. Ça, ce sont deux mots, deux motivations très importantes qui vont déterminer la suite. C'est-à-dire que c'est une décision qui va certainement faire jurisprudence. Oui, parce qu'elle est rendue par la grande formation de la Cour nationale du droit d'asile, c'est-à-dire son président, son vice-président, la présidente de section, 3 assesseurs issus du Conseil d'État et 3 assesseurs issus du Haut-Commissariat aux réfugiés. Dans mon livre qui est paru il y a 2 ans, La vérité sur le droit d'asile, j'exposais le dévoiement du droit d'asile, puisque la majorité des demandeurs à l'asile sont animés par des considérations économiques et non pas par la persécution dont ils font l'objet dans leur pays d'origine. C'est-à-dire que le système est dévoyé. Ah, et le système est dévoyé depuis longtemps. Et la difficulté, c'est que non seulement il est dévoyé, mais il prend une ampleur qui est insoupçonnée. Sachez qu'il y a près de 154 000 personnes qui, en 2024, ont sollicité une protection internationale auprès de l'OFPRA. Mais là, ce n'est plus un dévoiement du droit d'asile auquel on assiste. On assiste à une déconstruction qui est arrivée très rapidement par la Cour nationale du droit d'asile. Et il y a 2 décisions qui ont été rendues à 1 an d'intervalle. La première, sur laquelle j'avais écrit, c'est la décision rendue le 11 juillet 2024, qui prétend que toute femme, parce qu'elle est afghane, ou toute afghane parce qu'elle est femme, faisant partie d'une catégorie sociale, peut prétendre, est éligible au droit d'asile en France. Vous voyez les conséquences importantes. La deuxième décision dont on parle aujourd'hui, c'est celle qui est rendue exactement 1 an après, le 11 juillet 2025, qui prétend que d'une part, il y a une nationalité palestinienne, alors que ces nationalités n'existent pas. Il y a des apatrides d'origine palestinienne, il n'y a pas d'État palestinien reconnu. Il y a des habitants qui habitent la bande de Gaza, et ça d'une part, et deuxièmement, la Cour nationale du droit d'asile prétend dicter la politique étrangère de la France, puisque, comme Amnesty International parle de destruction, donc de génocide, elle parle de persécution par les méthodes de l'armée israélienne de manière indistincte. Oui, tout est dans le choix des mots, effectivement. Non, mais le choix des mots est très important. Vous avez, pour que nos auditeurs comprennent facilement, le maquis judiciaire de l'asile de la protection internationale. Vous avez 4 types d'asile de protection qui sont reconnus en France. Vous avez l'asile constitutionnel pour les combattants de la liberté. Massoud eût été éligible, mais vous savez que les vrais combattants de la liberté restent dans le pays. Le commandant Massoud en Afghanistan. Voilà, ils restent dans leur pays pour défendre les libertés. Vous avez ensuite les personnes qui demandent le droit d'asile parce qu'elles sont persécutées, ça c'est la Convention de Genève de 1951, en fonction de leur race, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou de l'appartenance à un groupe social, par exemple des homosexuels qui sont persécutés dans leur pays parce qu'ils sont homosexuels. Et là, en France, on a quand même accordé l'asile, donc sur le fait de cette reconnaissance que je viens de définir, à 100 000 Afghans ces dernières années, dont 40% sont analphabètes. Ensuite, vous avez la protection subsidiaire, c'est-à-dire que la France, poussée par les directives européennes, ça c'est un régime moins protecteur que le régime de réfugiés. Il est dangereux puisque la France peut accorder cette protection à toute personne qui est victime de violences aveugles. C'est-à-dire que sur un territoire comme au Soudan exposé à une guerre, ou comme sur la bande de Gaza, vous pouvez bénéficier de cette protection. Et enfin, vous avez la protection temporaire qui est accordée aux Ukrainiens. Si je reviens à cette décision du 11 juillet 2025, eh bien, dans un premier temps, c'est l'État qui est allé chercher cette Palestinienne et son fils. Cette Palestinienne dont la maison a été partiellement endommagée, dont le fils a été blessé aux jambes. La France est allée la chercher, en Égypte, lui a accordé un laissez-passer consulaire. Elle a sollicité l'asile et l'OFPRA lui a accordé la protection subsidiaire. C'est-à-dire que l'État
a accordé une protection internationale à cette femme. Elle n'en était pas satisfaite, Oui. et poussée par des associations comme le GISTI ou comme la Ligue des droits de l'homme, elle a saisi la Cour nationale du droit d'asile, non pas pour avoir cette protection qu'elle avait obtenue, mais pour obtenir l'asile. Philippe Fontana, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Tous les demandeurs d'asile palestiniens, désormais, pourront prétendre au statut de réfugié en France au terme de cette décision? Oui, alors heureusement, il n'y en a que quelques centaines qui ont sollicité l'asile, parce qu'il est difficile de sortir de la bande de Gaza, que ce soit par l'Égypte ou par Israël. Mais c'est le symbole, encore une fois, où lorsque vous prétendez obtenir le statut de demandeur d'asile, c'est-à-dire d'être réfugié, d'être reconnu comme réfugié, c'est à vous d'apporter la preuve qu'il y a un lien entre le motif de persécution que vous alléguez, encore une fois, la race, la nationalité, l'engagement politique, et l'acte. Or, dans le cas de cette Palestinienne, il n'y a pas de corrélation entre la persécution dont elle s'estime victime. Effectivement, il y a des actes de guerre dans la bande de Gaza. Mais quand vous lisez cette décision, la motivation de décision qui est purement à charge, on ne voit jamais les motifs de l'OFPRA qui ont entraîné la décision de l'OFPRA. Vous verrez qu'on ne parle que de l'armée israélienne et qu'on ne parle jamais des exactions du Hamas. Si on prend un peu de hauteur, on parle beaucoup des économies à trouver depuis les annonces mardi de François Bayrou. Et vous le dites d'ailleurs dans votre livre, tout cela, le système d'octroi du statut de réfugié, a un coût pour notre finance publique. Alors, ne serait-ce que sur la ligne budgétaire consacrée à la politique de l'asile en France, en 2024, c'était 1,2 milliard d'euros. Annuel. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous sollicitez l'asile, vous entrez la plupart du temps illégalement en France. Vous vous présentez, vous obtenez un titre de séjour précaire, une autorisation de séjour en France. Vous êtes logé et vous recevez une indemnité. L'assurance maladie prend en charge vos dépenses pour les hospitalisations, etc. Et donc, vous êtes quasiment, vous êtes pris en charge par l'État. Et là, c'est un coût. Donc, vous avez d'une part cette décision et qui est juridiquement critiquable, et j'espère que le directeur général de l'OFPRA va se pourvoir en cassation, parce que ce n'est pas terminé. Et vous avez surtout un angle mort dans la politique d'immigration de la France. C'est ce que vous appelez l'angle mort de la politique d'immigration de la France, oui. Quand même, cette décision a été rendue il y a une semaine déjà. À part Europe 1, qui s'en est saisi, à part quelques articles que j'ai lus avec grand intérêt, est-ce que les pouvoirs publics se sont préoccupés de cette décision? Écoutez, vous êtes venu nous le dire ce matin sur Europe 1, Philippe Fontana, je vous en remercie, spécialiste du droit d'asile, je le rappelle. Je rappelle également votre livre, La vérité sur le droit d'asile, c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci de m'avoir invité.